Bon, bonjour, je suis Louis Vigneault, je travaille aux Archives nationales sur la partie aval du système d'information, c'est-à-dire l'interface en fait entre les Archives nationales et ses publics, ses utilisateurs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une expérimentation qui est en cours de visualisation de données à partir des métadonnées des Archives nationales. Donc voilà, je me suis présenté. Si vous voulez me suivre sur Twitter, vous verrez les développements du projet, puisque c'est un projet qui ne fait que commencer et qui va se dérouler pendant plusieurs mois. Donc les Archives nationales, j'imagine que très peu d'entre vous les connaissent. En fait, les Archives nationales, c'est une institution assez prestigieuse qui conserve et communique les archives des administrations centrales de l'État, à l'exception des ministères de la Défense et des Affaires étrangères qui, pour des raisons historiques, ont leur propre système d'archivage. Les minutes des notaires de Paris, donc tous les actes de mariage, de décès, etc. Et des fonds privés d'intérêt national, par exemple des archives privées de personnalités politiques. Donc vous voyez par exemple ici une photo du nouveau site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine qui ressemble peu ou prou à une sorte de data center de papier. Donc ce que je vais vous présenter en fait, il faut savoir que les archives s'apparentent quelque part à la mémoire de l'État et que la mémoire de l'État, quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit que c'est une matière assez complexe pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a affaire à une profondeur temporelle vraiment très importante, puisque en fait, on appréhende des documents qui datent du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, jusqu'à la période contemporaine. Tout ça, c'est en rapport avec le fonctionnement et les évolutions de l'État. Donc il faut pouvoir comprendre le fonctionnement de l'ancien régime, du système féodal et de la Ve République. Donc en général, on ne s'intéresse pas à tout en même temps, mais bon, on peut être amené à faire des passerelles pour avoir l'évolution historique des choses. Et on est amené à traiter une très grande variété de documents. Donc je vous ai donné 4 exemples. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un parchemin du XIIIe siècle, la dernière lettre de Marie-Antoinette, le recensement de la population fait par l'INSEE en 1953 et la messagerie électronique d'un cabinet de ministres. Donc c'est tout ce type de documents que vous pouvez trouver aux Archives nationales. Donc la complexité aussi a trait en fait à la volumétrie. Alors c'est une volumétrie qui peut paraître un peu dérisoire par rapport au big data tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais qui à l'échelle en fait des archives est assez importante dans la mesure où vous traitez à la fois des documents numériques et des documents traditionnels en papier ou en audiovisuel classique. Donc pour vous donner une idée, il y a ce qu'on appelle 362 kilomètres linéaires d'archives aux Archives nationales. C'est-à-dire si vous mettez bout à bout tous les documents, vous avez un bouchon de 350 km. Donc le temps de lire tout ça, vous allez mettre un moment. Donc une petite portion seulement a été numérisée sous forme d'images, ça nous donne 1,9 million d'images et depuis les années 80, les Archives nationales collectent les archives nativement numériques des producteurs, donc de l'État, sous forme de messagerie. Et nous allons nous intéresser aux métadonnées descriptives dans cette expérimentation. Donc ça fait à peu près 4 millions d'unités d'information réparties dans 25 notices descriptives et 14 000 notices pour les producteurs d'archives. Donc vous voyez en fait une capture d'écran à droite de ce que ça donne dans ce qui pourrait être le catalogue en ligne des Archives nationales qui représente les notices. Donc vous avez une approche très littéraire de la question. Donc on va travailler sur cette partie-là. Donc l'expérimentation dont il est question aujourd'hui a vocation à explorer 3 cas d'usage. Donc un cas d'usage grand public pour proposer une nouvelle expérience de recherche pour les usagers, donc les citoyens comme vous et moi, les chercheurs, les enseignants. Voilà, et proposer en fait un cas d'usage professionnel pour essayer de développer des outils d'aide à la décision pour les archivistes, parce que même quand on est archiviste, la matière est relativement complexe. Imaginez quelqu'un qui vient de sortir des études et qui doit appréhender un panel aussi vaste d'informations. Donc c'est loin d'être évident pour quelqu'un qui débute dans la profession. Et le 3e point, c'est ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire que historiquement, vous avez des documents matériels papier,
Et de plus en plus, en fait, les archives nationales archivent des documents numériques et il faut trouver un moyen de conserver, mais aussi d'accéder à cette pluralité de documents matériels et immatériels. Donc on peut utiliser les systèmes d'information pour développer des systèmes de convergence. Donc dans les diapos d'aujourd'hui, je vais vous parler surtout du premier point, des interfaces de recherche pour le grand public. On parlera très brièvement du deuxième point, des outils d'aide à la décision pour les professionnels, plutôt sous forme d'informations sur de style statistiques descriptives pour voir un peu l'évolution des tendances de la profession. Et la troisième partie est complètement à construire à ce jour. Donc ce que je vais vous montrer là dans quelques instants, c'est prenez ça comme un démonstrateur. C'est loin d'être un produit fini. Il faut que vous sachiez que c'est un projet personnel. Ce n'est pas un projet des archives nationales, même si je travaille aux archives nationales. En fait, j'utilise des données qui sont mises à disposition, qui sont publiées sur Internet par les archives nationales, et j'essaye d'en tirer quelque chose à la fois pour m'amuser et pour essayer de prolonger en fait nos discussions professionnelles, discuter avec mes collègues, voir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible de faire, expérimenter aussi les limites de la matière sur laquelle on travaille. Et donc tout ça, c'est un objet d'étude en soi. Donc au final, l'objet, vous devez le concevoir non pas comme un produit fini, mais comme quelque chose qui est plutôt un POC, dans une dimension ludique et pédagogique pour pouvoir réfléchir sur la matière. Donc l'idée de départ, en fait, c'est de glisser progressivement, d'avoir une approche complètement différente. Tout à l'heure, sur la capture d'écran, vous avez vu qu'on est dans une approche très littéraire, très rédigée d'une notice qu'on va parcourir un peu comme un mode d'emploi. Et l'idée, en fait, c'est d'aller extraire des informations dans ces notices et de prélever des métadonnées structurées pour pouvoir naviguer de manière transversale. Aujourd'hui, on a une approche littéraire séquentielle. Vous trouvez une notice, vous la lisez en entier, puis vous passez à une autre notice. Là, l'idée de l'expérimentation, c'est vous brassez l'ensemble des notices à travers une multitude de critères et vous essayez de voir les quelques notices qui vont répondre à votre besoin. Donc, on va essayer de définir des nouvelles manières de parcourir les fonds d'archives. Donc le premier cas d'usage est vu comme un assistant de recherche pour le grand public. Donc c'est un outil qui n'a pas forcément vocation à remplacer le moteur de recherche actuel. C'est plutôt quelque chose qui vient en complément pour essayer d'apporter une recherche un peu différente. L'idée, c'est de défricher la masse, de passer, au départ vous avez 25 000 notices, c'est assez difficile à appréhender. Ces 25 000 notices, je vous le disais, correspondent à 4 millions d'unités de recherche. Donc l'idée, c'est de pouvoir défricher, de raffiner progressivement et d'identifier au final un corpus très réduit de notices qui vous intéressent, de passer par exemple de 25 000 à 4, et à partir du moment où vous avez trouvé 4 notices qui vous intéressent, là vous pouvez aller sur le site traditionnel et aller les lire intégralement. Donc je vais vous montrer ça. Un des principes qui me tient à cœur, c'est vraiment l'agilité dans la recherche. J'ai appelé ça une recherche infinie, c'est-à-dire vous testez, vous combinez des critères, vous testez, vous échouez, vous recommencez. Et il n'y a plus on n'est plus du tout dans l'approche, vous faites une recherche, vous lisez la notice, ça vous convient ou ça vous convient pas, vous faites une recherche, etc. Là vraiment la recherche est une boucle infinie. Donc vous allez voir, en fait, le travail s'organise autour d'une vingtaine d'indicateurs et l'idée, c'est de pouvoir les moduler à volonté. Donc là, on travaille sur de la visualisation de données, mais en fait, derrière, c'est Elasticsearch, il y a Kibana, et en fait, les indicateurs, c'est simplement des facettes qui sont représentées sous forme visuelle. Donc l'intérêt de la visualisation de données, le premier intérêt, c'est que c'est ludique et que c'est grand public. Ça peut être appréhendé à peu près par n'importe qui, y compris des personnes qui ne connaissent pas les archives et pour qui c'est le premier contact. Donc il y a un côté facilité d'entrée en matière, même pour une matière complexe. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir évaluer assez facilement les volumes et les vides. C'est-à-dire que vous allez voir dans la visualisation, il y a une idée aussi de ce que vous n'allez pas trouver ou de ce qui n'est pas renseigné. Alors ça, vous pouvez le faire avec un moteur texte, mais c'est plus facile de le rendre sur une visualisation. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir visualiser les proportions des documents. C'est-à-dire vous allez très vite voir les masses d'informations, qu'est-ce qui représente 60% de l'information, à quel endroit l'information est regroupée ou fragmentée. Et la visualisation donne des outils très intuitifs pour ce genre de choses. Donc là, on va passer à la démo. Donc je ne sais pas trop, on va voir. Donc là, vous avez 3 courtes vidéos, je vais vous les présenter brièvement.
Voilà, alors voilà le tableau de bord tel qu'il a été construit. Donc vous avez le titre du tableau de bord, là vous avez ce qu'on appelle les dates extrêmes, c'est-à-dire les périodes de production des documents. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous voyez, il y a une très grande amplitude temporelle. Là on remonte à 2000 ans en arrière. Bon, c'est un peu abusif, en fait les premiers documents datent de 700-800 ans. Enfin, on va dire du coup de 1300 ans. Là vous voyez la liste des instruments de recherche, enfin leur volume. Là, vous voyez, c'est indiqué avec, c'est lié au référentiel des producteurs, c'est-à-dire les personnes ou les entités qui ont produit les documents, les référentiels thématiques avec les activités, les fonctions et les lieux. Et là, vous avez la liste des instruments de recherche, c'est-à-dire des notices. Et vous voyez, il y a un bouton pour exporter, c'est-à-dire qu'à chaque instant, quand vous avez raffiné la chose, vous pouvez exporter et voir une liste CSV. Là, vous avez les entrepôts. Et ensuite, on va parcourir chacun des indicateurs. Donc les dates de production des documents avec un histogramme de date, donc de début et de fin. Voilà, donc l'unité de mesure, en fait, c'est la notice. C'est pour ça que vous voyez des très fortes concentrations et une notice peut représenter plusieurs milliers de documents. Donc il y a aussi des biais cognitifs, il faut faire un peu attention quand on interprète ces documents. Donc là, vous voyez les producteurs de documents, que ce soit des personnes, des institutions ou des familles. Et ensuite, vous voyez, en fait, c'est un peu le principe du séquençage ADN. Vous voyez des barres, en fait, ou des carottes, et vous parcourez les référentiels de matière, de fonction, de type de document. Donc là, ça passe très vite, parce que c'est une présentation du tableau de bord, mais après, on va faire un test de filtrage, de raffinage. Donc on peut représenter une même information de différentes manières. Là, vous voyez. J'ai prévu aussi, j'ai essayé d'expérimenter en faisant des thèmes. Et là, vous voyez une information géographique représentée de manière simple qui va pas être présentée par la suite puisque c'est lié aux inventaires de notaires de Paris. Mais vous pouvez avoir des informations géographiques sur les anciennes communes de Paris, les voies, les édifices, les paroisses, etc. Voilà. Alors, maintenant que vous avez vu le tableau de bord, je vais vous présenter un test, comment on utilise ce tableau de bord. Donc on va partir du tableau de bord vierge où il y a à peu près 25 000 notices et on va arriver à quelques notices. Donc vous voyez là, il y a 25 000 notices, on parcourt et on va sélectionner quelques entrées, quelques indicateurs et on va cumuler des filtres, on va annuler des choses et progressivement on va arriver à des volumes d'informations qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc là, on va sélectionner les documents qui sont relatifs au secteur de la santé. Donc vous voyez, on peut se balader sur l'indicateur et là, le tableau de bord se recalcule automatiquement en fonction de cette facette. Donc vous voyez, tous les indicateurs prennent une allure un petit peu différente. Donc vous voyez, la courbe est un peu différente et progressivement, en fait, on va affiner, on va cumuler des critères. Vous allez voir, l'exemple est assez court, hein, on va accumuler 2-3 critères. Et vous voyez, par exemple, les histogrammes de date changent. Et progressivement, en fait, vous avez de moins en moins d'entrées dans les référentiels, ce qui fait que les diagrammes sont de plus en plus lisibles. Donc là, on va sélectionner les documents de type statistique qui ont été faits sur les professions. Et là, vous voyez qu'on a les indicateurs deviennent très simples au fil du temps, puisque en fait, on a de moins en moins de notices qui correspondent à ces critères. Donc là, vous voyez, il n'y a plus que 2 producteurs institutionnels sur ces documents-là. Les histogrammes de date deviennent simplissimes. Et là, on n'a plus que 2 instruments de recherche, c'est-à-dire 2 notices qui correspondent. Donc on est passé de 25 000 notices à 2 notices. Et là, on va inverser les filtres, c'est-à-dire que je vais demander tous les documents qui correspondent aux critères, sauf que la matière n'est pas de la santé. Donc là, on passe de 2 à 38. Et le dernier test, ça va être de modifier la période temporelle. Et à partir de là, vous allez voir encore autre chose. Voilà. Donc ça reste expérimental, c'est pour ça que vous voyez que ça peut paraître un peu déroutant, mais c'est un travail qui doit être affiné au fil du temps. Là, c'est vraiment les premières étapes. Et là, sur le dernier test de raffinage, en fait, on va passer de là, le tableau de bord fonctionne avec des dates relatives. Et on va passer en mode date absolue, donc on va demander les documents sur une période temporelle très très restreinte qui va être, je veux les documents qui ont été produits entre 1970 et 1980. Donc les fonctionnalités autour du temps sont très intéressantes dans Elasticsearch pour ça. On aurait pu cumuler plusieurs approches de dates entre la date de production des documents
la date de création des notices, la date de versement aux archives nationales. Enfin, on peut trianguler un peu toutes ces dates, ce qui n'est pas fait ici. Voilà. Alors, il reste une présentation qui va aller assez vite, ça dure 1 minute. C'est pour vous montrer en fait le début du travail sur des outils d'aide à la recherche d'outils d'aide à la décision pour les archivistes. Donc ça tourne autour des statistiques descriptives. Donc ça reste vraiment un travail à affiner. Donc vous allez voir, là ça ressemble à une piste audio, mais en fait c'est une courbe de temps. Donc en bleu, en haut, vous avez les dates de début de création des documents. En rouge, vous avez les dates de fin. Donc vous voyez, là, on peut identifier des sous-populations de documents. Ici, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est assez simple. Ça correspond à la sous-population des documents qui sont relatifs au notaire de Paris. Donc là, on peut faire des ventilations très simples, c'est-à-dire recentrer la courbe, zoomer en fait sur une période temporelle précise et voir un peu, affiner, voir un peu quelle tête a la courbe à cet endroit-là. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer très précisément, mais les archivistes sont assez curieux de ce genre de choses parce que ça leur permet d'identifier des événements historiques. Par exemple, ils voient très nettement sur la courbe des événements liés à la guerre de 14 ou d'autres choses. Alors là, vous voyez en fait une courbe avec des indicateurs cumulés. Vous voyez la progression dans le temps sur la série temporelle, ça donne des indications sur l'évolution de la pratique. Par exemple, on peut écrire une notice avec beaucoup de documents décrits, ou alors on peut écrire plusieurs notices saucissonnées. Il y a une évolution des pratiques en fonction des modes et des courants archivistiques. Donc là, vous voyez des cumuls, des totaux à travers le temps. Donc là, ça parle non pas des documents, mais ça nous parle de la pratique archivistique. Donc c'est un travail en cours qui doit être encore affiné. Voilà, je vous remercie.